Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, cher professeur Benin et chers collègues, c'est un plaisir pour moi de venir vous reparler de trisomie 21, mais dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. Et donc le titre de ma communication aujourd'hui sera l'identification de biomarqueurs chez des sujets à risque pour la maladie d'Alzheimer. Ce travail a été réalisé au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et vous voyez ici l'équipe que je dirige. Merci. Avec au centre le professeur Charles Dukertz, neuropathologiste et correspondant de l'Académie de médecine. Et ici, Laura Chicotta, qui est postdoc dans mon équipe, qui a réalisé la plupart des analyses que je vais vous présenter. Donc ce travail est collaboratif, bien évidemment, au sein de l'hôpital de la Salpêtrière et notamment en collaboration avec l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer du professeur Dubois. La maladie d'Alzheimer est caractérisée par les neuropathologies amyloïdes et tau. Amyloïdes, donc des dépôts extracellulaires, et tau, cette protéine qui se fixe aux microtubules et qui forme des filaments en hélice à l'intérieur des neurones. Les formes familiales de la maladie d'Alzheimer correspondent à des mutations dans le gène qui code le précurseur de l'amyloïde APP ou ses enzymes de clivage. On sait d'autre part que les personnes porteuses de trisomie 21 ont un risque élevé de maladie d'Alzheimer. Et ces personnes ont 3 copies du gène APP qui se localisent sur le chromosome 21. Donc la pathologie amyloïde apparaît dans le cerveau des patients atteints de maladie d'Alzheimer avant l'apparition des symptômes. Elle est nécessaire mais non suffisante pour induire une maladie d'Alzheimer et c'est un facteur de risque majeur pour la maladie d'Alzheimer. Donc finalement l'idée ici va être d'essayer de savoir si on pourrait prédire la pathologie amyloïde chez des sujets asymptomatiques afin de pouvoir identifier les sujets amyloïdes positifs et négatifs en regardant par des études omiques la présence de certains facteurs dans le sang, par les études génétiques et aussi en dosant des protéines plasmatiques du chromosome 21. Donc je vais commencer par la partie omique. Donc ces études se sont appuyées sur une cohorte qui est la cohorte Insight Pré-AD de l'Institut de la maladie d'Alzheimer et de la mémoire du professeur Dubois. Donc c'est une étude qu'on a publiée en 2018 dans Lancet Neurology. Et donc cette cohorte, ce sont 318 volontaires avec des plaintes mnésiques sans signes cliniques démontrés. C'est une étude longitudinale qui est basée sur de l'imagerie cérébrale, des biomarqueurs périphériques et des marqueurs génétiques, et de l'imagerie PET scan pour cette molécule fluorbétapyr qui se fixe sur les dépôts amyloïdes dans le cerveau. Pour les études omiques, donc omiques pour métabolomique, lipidomique et transcriptomique, nous avons étudié un sous-groupe de cette cohorte constitué de 96 individus asymptomatiques. Nous avons donc pris les individus aux extrêmes des charges amyloïdes cérébrales, c'est-à-dire ceux qui avaient le plus d'amyloïdes dans le cerveau et ceux qui en avaient le moins. On a équilibré pour le sexe et l'âge. Par contre, on n'a pas pu équilibrer pour le génotype APOE. Donc, pour rappel, l'APOE est le risque génétique majeur dans les formes sporadiques de maladie d'Alzheimer. C'est un gène qui existe sous forme de 3 allèles, l'allèle epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4, et c'est l'allèle epsilon 4 qui est le facteur de risque de maladie d'Alzheimer. Et donc, vous voyez très clairement que les personnes qui ont des charges amyloïdes importantes dans le cerveau ont une fréquence de cet allèle epsilon 4 qui est bien plus élevée que chez les personnes qui n'ont pas de dépôt amyloïde. Donc je vais vous présenter ici donc, cette longue étude qui a été publiée l'année dernière dans eBiomedicine. Je vous présenterai uniquement la partie métabolomique qui a été vraiment l'étude qui a été la plus impressionnante. On a pu étudier 830 métabolites dans le sang, le plasma des personnes, donc des sujets à risque. Vous voyez ici les analyses en composantes principales qui montrent tout d'abord un fort effet du sexe qui était connu sur les métabolites, donc différence entre hommes et femmes. Par contre, pas d'effet de l'allèle epsilon 4 de l'APOE et très peu d'effets aussi globaux de la charge amyloïde. Par contre, lorsqu'on analyse les métabolites chez les personnes amyloïdes positives et amyloïdes négatives, qu'on réalise des analyses statistiques un peu poussées, on tombe sur 4 acides gras à chaîne courte et le 4-nitrophénol qu'on voit augmenter chez les personnes amyloïdes positives.
On a confirmé ces résultats en longitudinal sur des prélèvements chez ces mêmes individus. Le 4-nitrophénol, c'est un métabolite qui est d'origine environnementale. Il est aussi issu du métabolisme d'organophosphates et de la dégradation de pesticides. Et puis ces triglycérides, ces acides gras à chaîne courte, ils sont issus de triglycérides à chaîne moyenne qui sont dégradés dans l'intestin et ils sont ensuite métabolisés en cétone dans le foie. Donc on peut se poser la question de savoir si la présence plus importante de ces acides gras à chaîne courte serait en quelque sorte un mécanisme compensatoire des déficits métaboliques dans le cerveau. On peut utiliser donc ces études omiques pour essayer de prédire la positivité amyloïde chez des sujets asymptomatiques à partir donc de prélèvements sanguins. Donc on voit ces courbes ROC qui montrent la sensibilité et la spécificité de séries de métabolites par exemple. Vous voyez le bloc métabolite ici en violet qui a le plus fort pouvoir discriminant et qui montre une R sous la courbe de l'ordre de 97%, pratiquement 98%. Donc la combinaison la plus discriminante, c'est la combinaison métabolomique et transcriptomique, avec 99,4% de chances de prédire la positivité amyloïde. On a aussi trouvé une corrélation importante entre la charge amyloïde et les taux de protéines phosphoto et chez les sujets qui sont amyloïdes positifs. Et donc ces taux, phosphoto et A-bêta-42 ici, ont été dosés dans le liquide céphalorachidien puisqu'on a obtenu pour certains sujets des ponctions lombaires. On observe aussi que la charge amyloïde est corrélée au taux d'A-bêta-42, donc qui est un peptide issu de la protéine amyloïde. Et on observe aussi, ce qui est important, c'est que les taux des 5 métabolites trouvés sont corrélés à la charge amyloïde. Donc on a une forte corrélation entre le taux de ces métabolites et la charge amyloïde. Vous voyez ici, à titre d'exemple, 2 de ces métabolites chez les individus amyloïdes négatifs et positifs, donc avec une forte augmentation significative. Parmi les individus étudiés, il y en a 6 qui ont converti vers une maladie d'Alzheimer. Ils étaient tous amyloïdes positifs avec des taux élevés de ces 5 métabolites. Ensuite, donc, nous nous sommes intéressés au profil génétique de ces personnes et pour cela, nous avons calculé le score polygénique qui est en fait la somme pondérée des variants associés à la maladie d'Alzheimer qui sont présents chez chaque individu. Nous sommes partis d'une liste de variants impliqués dans la maladie d'Alzheimer qui avait été élaborée par les études importantes du groupe de Lille de Jean-Charles Lambert et Philippe Amouyel. Et donc nous sommes partis de cette liste d'environ 34 single nucleotide polymorphism, de variants. Vous trouvez ici aussi les 2 variants qui correspondent aux différents allèles de l'ApoE. Et à partir de cette liste, nous avons optimisé un score polygénique, et ce score polygénique est basé sur 17 variants. Vous voyez ici la mesure de ce score polygénique optimisé chez les individus amyloïdes négatifs et positifs avec une différence significative, avec une p-value de 0,0065. On voit aussi de manière assez intéressante que ce score polygénique permet aussi de différencier les amyloïdes négatifs des positifs chez les personnes porteuses de l'allèle epsilon E4, ce qui suggérerait qu'en dehors de l'ApoE4, il y a aussi des facteurs génétiques qui sont importants pour la charge amyloïde. Alors il était important de confirmer ces résultats sur une cohorte indépendante et pour cela nous avons travaillé sur la cohorte américaine ADNI pour Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Donc nous avons sélectionné dans cette cohorte les contrôles, donc des personnes asymptomatiques, pour lesquelles on avait les données génétiques et les données de charge amyloïde cérébrale. Donc vous voyez ici dans cette cohorte le calcul du score polygénique chez les amyloïdes négatifs et positifs et vous voyez donc une différence à nouveau significative entre ces 2 groupes d'individus. Donc à nouveau des personnes asymptomatiques. Donc chez ce même groupe, mais en sélectionnant uniquement les porteurs de l'allèle epsilon E4, on voit une tendance vers la significativité entre les amyloïdes négatifs et positifs. Donc ce score polygénique optimisé, il permet de discriminer les individus
amyloïdes positifs des individus amyloïdes négatifs dans 2 cohortes indépendantes, donc la cohorte InSight de la Salpêtrière et la cohorte ADNI. Et pour rappel, ce score optimisé ne contient pas les variants de l'APOE. Donc on s'intéresse vraiment ici à des variants génétiques qui sont hors les variants APOE. Dans la cohorte InSight, ce score optimisé il permet de discriminer aussi les individus porteurs de l'allèle epsilon 4, donc ceux qui ont de la charge amyloïde cérébrale de ceux qui n'en ont pas. Et donc, à partir de ce score, on pourrait prédire les individus à risque de développer la pathologie amyloïde, donc d'après leur génome. Et enfin, je terminerai donc avec des dosages plasmatiques que nous avons réalisés toujours sur la cohorte InSight, à deux types de prélèvements, à inclusion et 36 mois après l'inclusion. Et nous avons donc dosé une protéine du chromosome 21. Donc pour rappel, je vous le disais, les individus porteurs de trisomie ont un risque élevé de maladie d'Alzheimer vers 40 ans. Et cette protéine DIRK1A, qui est une kinase qui est exprimée par le chromosome 21, elle est surexprimée dans la trisomie 21 et nous avions montré dans 2 études précédentes qu'elle est diminuée dans le plasma des patients Alzheimer. Donc nous avons cherché à savoir quel était le statut de cette protéine dans une cohorte de personnes asymptomatiques à risque et nous avons bien montré que cette protéine DIRK1A est diminuée chez les personnes qui ont des charges amyloïdes importantes dans le cerveau par rapport à celles qui n'en ont pas, à 2 temps différents. Donc les taux de plasmatique de DIRK1A sont bien diminués chez les amyloïdes positifs à 2 temps et l'effet, vous le voyez ici, ne dépend pas du statut APOE. Donc on a bien une protéine du chromosome 21 qui peut prédire la positivité amyloïde. En conclusion, on montre que certains métabolites sanguins sont des prédicteurs de la positivité amyloïde dans les cerveaux de sujets asymptomatiques et nous sommes en train de réaliser une étude longitudinale sur la cohorte InSight complète. D'autre part, le score polygénique optimisé que nous avons défini pourrait être un prédicteur de la charge amyloïde cérébrale élevée chez les sujets asymptomatiques et à nouveau, donc, nous avons validé dans 2 cohortes indépendantes, InSight et ADNI. Donc le but de ces travaux, évidemment, vous le comprenez, c'est d'identifier des sujets à risque pour la maladie d'Alzheimer pour éventuellement, lorsqu'un traitement sera disponible, pouvoir agir le plus tôt possible. Et l'idée ici serait de remplacer le PET scan par des tests sanguins et on pourrait imaginer combiner à la fois la présence de l'allèle APOE4 mais aussi d'acides gras à chaîne courte élevés, d'un score polygénique élevé et puis de taux de protéines de chromosome 21 plus faibles. Et je terminerai ici mon exposé et je répondrai à vos questions si vous en avez avec plaisir.